Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de l'actu. On a des rumeurs sur la PS5 Pro. On a également des histoires avec AMD qui augmentent les fréquences possibles sur la DDR5 sur sa plateforme M5 et plein d'autres trucs. Bref, allons-y, c'est parti. Et donc on commence avec la Switch qui a été modée chez Geeker One. Alors, la Switch hackée ou modée, bon, c'est pas spécialement quelque chose de nouveau, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont passé la Switch sur Android. Jusque-là, rien de spécial non plus, mais ce qu'ils ont fait en plus, c'est de faire fonctionner Linux pour ensuite faire tourner des jeux PC sur la Switch en installant le launcher de Steam, ce qui transforme plus ou moins la Switch en Steam Deck. Et en parallèle de ça, ils ont aussi un petit peu overclocké la Switch pour avoir de meilleures performances. Et au final, ça fonctionne, comme vous pouvez le voir ici. Alors les jeux se lancent, mais le gros problème évidemment, ce sont les performances, puisque les jeux lourds, ils ne tournent pas spécialement bien, ce qui n'est pas hyper surprenant. Par contre, des jeux un petit peu plus légers, ça se passe pas si mal que ça. Mais bon, ce que je trouve assez intéressant dans l'histoire, c'est que malgré tout, c'est possible de faire ça. Alors évidemment, on s'approche un petit peu d'une utilisation Steam Deck, mais c'est pas non plus un Steam Deck, La Switch n'est pas assez puissante pour avoir les mêmes performances que le Steam Deck, mais je trouve que c'est intéressant de voir que ça peut fonctionner, et que ça pourrait fonctionner plutôt bien sur des jeux un petit peu plus légers. Et pendant qu'on est sur les Steam Deck-like, on a également le ROG Ally de chez Asus qui rencontre toujours des problèmes de jeunesse, puisque depuis la sortie, il y a eu plusieurs BIOS qui visent à diminuer la consommation et optimiser les performances aussi, puisqu'il y avait des soucis de performance selon le mode d'énergie de la machine, selon les settings que vous allez utiliser, si elle était branchée ou pas. Donc bon, ça à la limite, je dirais, c'est pas hyper dramatique, c'est des soucis de jeunesse qui peuvent être corrigés par différentes versions du BIOS. Par contre, il y a également un autre problème qui est apparu au niveau du port pour les cartes SD sur la ROG Ally, où il y a en fait un excès de chauffe au niveau du port SD sur certains modèles, et ça pouvait tout simplement tuer les cartes SD qui étaient dans la machine, ce qui est tout de même un petit problème. Et ce qui semble se passer, c'est tout simplement qu'au niveau du design de la machine elle-même, comme on peut le voir ici, le port SD est juste au-dessus des VRM que l'on peut voir juste en dessous, et donc ça rend le refroidissement du port SD un petit peu plus compliqué. Alors Asus a indiqué qu'il fera en sorte d'ajuster le ventilateur de la machine pour régler le problème, on verra si c'est le cas ou pas. Mais c'est vrai que ajuster la vitesse du ventilateur, ça veut aussi dire que potentiellement la machine pourrait être un petit peu plus bruyante qu'elle ne l'est d'habitude pour pouvoir accommoder ce problème. Et ça, c'est pas vraiment idéal non plus. Ça ressemble quand même plus à un problème de conception qu'autre chose. Ce port SD aurait dû être mieux ventilé, ou les VRM auraient dû être placés à un endroit où ça poserait moins de problèmes. C'est vrai que quand on regarde la photo ici, c'est vraiment juste au-dessus, ce qui est clairement pas idéal. Donc bref, on verra bien si Asus arrive à mitiger ou corriger le problème sans que la machine soit beaucoup plus bruyante qu'avant, ce qui serait là le principal, je trouve. Bon, on verra bien comment ça se passe. Et on repasse du côté des processeurs avec la génération 14 d'Intel, avec les rumeurs qui continuent de fuiter. Alors pour rappel, un des gros morceaux dans les rumeurs, c'était de savoir si le futur 14600K aurait 8 gros corps et 8 petits corps, ou 6 plus 8, comme c'était le cas avec le 13600K. Bon, au niveau des rumeurs, pour le 14600K, on semblerait bien se diriger sur du 6 gros corps, 8 petits corps et non pas 8 plus 8, ce qui est quand même un petit peu dommage. La seule vraie nouveauté pour le 14600K, ce serait plus de 100 MHz sur la fréquence par rapport au 13600K, et en toute logique ça devrait donner juste plus ou moins 5% de performance en plus. On aurait préféré clairement avoir 8 plus 8 que 6 plus 8 ici. Et c'est vrai que c'est quand même un petit peu dommage, puisque jusqu'ici, sur la gamme K, au niveau des rumeurs, il y a vraiment uniquement que le 14700K qui serait vraiment différent du 13700K actuel, puisque c'est le seul où il y aurait des petits corps en plus, ou des corps en plus tout court. Puisque le 14900K, c'est la même configuration que le 13900K, et le 14600K aussi. Alors, c'est très probablement pour essayer de pousser les gens à partir vers le 14700K plutôt que le 14600K, on va y arriver. Mais bon, ça n'empêche pas que malgré tout, le 13600K ou le 14600K restent d'excellents processeurs qui seront bien suffisants pour la plupart des utilisateurs, puisqu'ils ont de très très bonnes performances dans l'ensemble. Je dirais que la bonne nouvelle quelque part, c'est que le 13600K pourrait baisser un petit peu plus de tarifs, ce qui le rendrait encore plus attractif qu'actuellement. Par contre, on a aussi d'autres rumeurs pour les modèles non K, et au niveau des tarifs également. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau des tarifs, au niveau des rumeurs actuellement, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de hausse des prix, ce qui paraît plutôt logique vu que c'est un simple refresh de la gamme actuelle.
mais c'est toujours bien si les prix ne bougent pas, hein, puisque parfois on a des refreshs et les prix montent quand même. Par contre, on n'a toujours pas vraiment d'infos sur le 14100F, et on aimerait vraiment bien que celui-ci passe sur du 6 corps, avec 0 petit corps, plutôt que le quad core seulement actuel. Ça, ce serait vraiment une très très bonne chose. Par contre, en ce qui concerne le reste, pour les 14400, 14500, on serait toujours sur la même configuration que sur la génération 13 actuelle, là aussi juste une augmentation de fréquence, donc globalement la plupart des déclinaisons n'auront que environ 5% de performance en plus. Alors toujours au sujet de la génération 14, rapidement, il y a une question qui est revenue souvent dans les commentaires sur mes dernières vidéos, c'était de savoir est-ce que les cartes mères actuelles seront compatibles avec ces nouveaux processeurs? Oui, on est toujours sur la même plateforme, c'est le LGA 1700, que ce soit les chipsets 600 ou 700, puisque comme vous pouvez le voir ici, MSI et d'autres fabricants de cartes mères ont déjà annoncé que les BIOS étaient en cours de déploiement pour ces nouvelles générations 14, et ce sera compatible avec les cartes mères en chipset 600 et 700. Par contre, faites attention à l'achat de votre carte mère, puisque si vous achetez une génération 14, le BIOS n'est pas forcément à jour, et s'il n'y a pas le flashback sur votre carte mère, si vous n'avez pas de processeur en génération 12 par exemple pour pouvoir flasher le BIOS, vous allez être coincé. Donc soyez vigilant malgré tout si les générations 14 vous intéressent, que vous ayez le matos ou qu'il soit possible de flasher la carte mère. On passe ensuite côté RAM avec Samsung et la GDDR7 qui commence à pointer le bout de son nez, et on devrait voir celle-ci débarquer probablement soit sur les futures générations de cartes graphiques, ou peut-être aussi sur les possibles refresh qui pourraient arriver sur les gammes actuelles. S'il y en a, ça on ne sait pas encore. Mais bon, c'est vrai que ça ferait plutôt sens de voir ce type de RAM débarquer pour augmenter les performances de certains GPU s'il y a un refresh. Si la GDDR7 est dispo sur le marché, il y a de grandes chances qu'on la voit débarquer sur certains modèles. Et donc au menu pour cette GDDR7, alors ça va évoluer aussi la GDDR7, il y aura probablement des trucs plus rapides par la suite, mais là, pour ce qui sort en ce moment, du côté de chez Samsung, on aura de la GDDR7 à 32 Gbps au lieu de 24 pour la GDDR6 actuelle. On devrait aussi avoir une amélioration de l'efficacité énergétique. On devrait aussi avoir des améliorations apparemment sur les puces elles-mêmes pour faciliter le refroidissement des puces. Donc globalement, c'est quand même pas mal de petites améliorations qui devraient en faire une nouvelle génération de RAM assez intéressante. Donc bon, quoi qu'il arrive, c'est pas pour tout de suite, mais c'est vrai que là, ça semble de plus en plus concret. La GDDR7 va finir par débarquer dans nos GPU, c'est juste une question de temps. Et donc on enchaîne avec AMD et un nouvel Agesa, et donc des nouveaux BIOS qui améliorent le support des kits de DDR5 plus rapides sur la plateforme M5. Et ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle dans l'ensemble, puisque jusqu'ici pour la DDR5 sur M5, on était sur un plafond qui tournait autour des 6000 mégatransferts, et parfois, avec certains kits et certains processeurs, on pouvait gratter jusqu'à 6200 voire 6400 mégatransferts maximum. Donc ces nouveaux BIOS, ils permettent apparemment de passer des kits qui grimperaient jusque dans les 8000 mégatransferts, et comme on peut le voir ici, on a même certaines personnes qui ont réussi à faire fonctionner des kits à plus de 9000 mégatransferts. Ça fait quand même un sacré changement par rapport à la situation telle qu'elle était jusqu'ici. Donc c'est une plutôt bonne nouvelle déjà pour ceux qui craignaient que les cartes mères actuelles sur la plateforme M5 ne pourraient pas par exemple supporter des kits de RAM plus rapides et qui attendaient peut-être du coup la seconde génération de chipset AM5. Alors je rappelle tout de même que c'est les contrôleurs mémoire sur le processeur lui-même qui ont le plus d'impact sur la bonne ou mauvaise gestion de la RAM plutôt que les cartes mères elles-mêmes. Alors par contre, c'est quand même aussi important de rappeler que pour avoir les meilleures performances possibles du côté de la RAM avec la Ryzen, la plupart du temps, il vaut quand même mieux que la vitesse de la RAM soit synchro avec le fabrique du côté du processeur. Donc par exemple, pour le gaming, avoir plus de bandes passantes comme c'est le cas maintenant, c'est pas forcément plus avantageux. S'il faut faire fonctionner les kits en 8000 mégatransferts ou 9000 comme c'est le cas ici, de manière asynchrone. Pareil en ce qui concerne les timings de la RAM qui sont aussi hyper importants. Une RAM avec des timings optimisés mais avec une fréquence plus basse, ça peut être bien plus performant en jeu qu'une RAM avec plus de fréquences et donc une bande passante plus élevée mais des timings moins bons. Donc bref, si vous êtes déjà sur une plateforme M5, il n'y a pas de raison de se précipiter à acheter de la RAM plus rapide pour l'instant tant qu'on n'a pas plus d'éléments. Donc on va attendre surtout de voir les premiers tests pour voir si ça a vraiment un impact ou pas. Du coup c'est pas impossible qu'un nouveau sweet spot du côté de la RAM soit trouvé pour tirer le plus de performance possible sur la plateforme M5. Pour l'instant c'était principalement du 6000 mégatransferts CL30 pour les choses les moins prises de tête on va dire. Par contre j'ai quand même un problème avec cette histoire, c'est que oui, c'est super qu'AMD ait réussi à améliorer et débloquer quelque part la prise en charge de la RAM plus rapide sur sa plateforme AM5, mais pour moi ça montre surtout qu'en fait la plateforme AM5 elle est plus ou moins sortie en version bêta,
puisqu'avoir une différence aussi massive sur la prise en charge de la RAM avec juste une nouvelle version du BIOS, bah en réalité, hein, ça veut surtout dire que c'était vraiment pas optimisé du tout, jusqu'ici, du côté du software. Et ça, bah, c'est pas spécialement normal, et puis, enfin, surtout quand on voit la foire à la saucisse que ça a été sur la M5 en général du côté des BIOS, c'est pas vraiment hyper rassurant par certains côtés. Donc bon, c'est cool que la gestion de la RAM progresse sur la M5, mais on n'est pas loin d'un an après la sortie de la plateforme. Est-ce que c'est vraiment normal de voir des changements aussi radicaux du jour au lendemain en fait? Ça donne vraiment l'impression qu'on a eu une génération en Early Access. Et quand on voit les tarifs qui étaient demandés pour la plateforme M5 au début, et même encore maintenant, ça reste quand même assez cher, ça fait pas très premium. Parce que bon, au final, c'est un problème assez récurrent chez AMD, on avait déjà eu un peu la même chose avec la M4 à sa sortie. Du côté du hardware, souvent c'est du plutôt bon matos, par contre c'est plus du côté du software que ça pêche, que ce soit du côté des processeurs ou des chipsets et des cartes mères. Enfin bref, c'est vraiment une bonne nouvelle dans l'ensemble, mais c'est vrai que par certains côtés on a l'impression que c'est Jean-Paul au labo qui avait oublié d'appuyer sur un bouton et personne s'en était rendu compte jusqu'ici, et du jour au lendemain, paf, ça y est, on a accès maintenant à de la RAM beaucoup plus rapide. Personne n'avait trouvé le problème jusqu'ici, quoi. Alors, moins positif par contre, les premiers tests pour la 4060 Ti 16Go sont sortis, et on a vu plusieurs trucs. Alors déjà, le jour de la sortie chez MSI, ils avaient fait des tests sur leur chaîne YouTube, la vidéo a été supprimée depuis, mais bon, ils avaient testé les deux modèles 8Go et 16Go, et en fait ils avaient trouvé que le modèle 16Go était moins performant d'1% environ que le modèle 8Go. Alors, on est au niveau de la marge d'erreur, c'est vraiment très minime, c'est imperceptible la plupart du temps, mais c'était le cas dans quasiment tous leurs tests. Alors, d'où vient le problème? Bon, je pense que c'est probablement une histoire de consommation, parce que pour la 4060 Ti 16Go, en réalité on est toujours sur quasiment le même TDP que sur le modèle 8Go, avec 165 watts au lieu de 160 watts, sauf que les 8Go de RAM en plus, ça demande probablement un petit peu plus que les 5 watts autorisés en plus. Ce qui laisse donc moins de watts pour le GPU lui-même, ça explique peut-être un petit peu la différence ici. Ou alors, c'est juste la silicone loterie au niveau du GPU lui-même. La puce qu'ils avaient sur le modèle 16Go était peut-être tout simplement beaucoup moins bonne que celle du modèle 8Go. C'est peut-être juste ça en fait. Mais bref, au-delà de ça, on a aussi eu un test de la carte chez Hardware Unboxed, et là, sans surprise, dans les jeux où les 8Go de RAM sont suffisants, les performances sont identiques avec le modèle 8Go, ça c'est juste ce à quoi on s'attendait. Et pour les jeux où on peut avoir besoin de plus de 8Go de RAM, le modèle avec 16Go permet bien évidemment de jouer dans de bien meilleures conditions, comme on peut le voir ici sur Callisto Protocol, puisqu'on passe de quelque chose de quasiment injouable à quelque chose de vraiment plutôt fluide dans l'ensemble. Et c'est là en réalité que c'est assez dramatique, puisque dans ces scénarios-là, qui sont souvent en 1080p détail maximum avec ray tracing d'activer, la carte au final, elle pourrait s'en sortir avec 16Go de RAM, comme on le voit ici encore une fois, avec des performances plutôt correctes, là où le modèle 8Go s'écroule totalement. Donc bon, la 4060 Ti 16Go, c'est globalement une meilleure carte que le modèle 8Go, sans aucun doute, mais bon, le problème des 4060 Ti, que ce soit le modèle 8Go ou 16Go, comme on le sait depuis le début, c'est le tarif. 550 € pour le modèle 16Go, c'est tout simplement bien trop cher pour ce que ça propose, quand déjà en fait le modèle 8Go à 440 balles était bien trop cher lui aussi, vu le peu de gain par rapport à la 3060 Ti de la génération précédente. Par contre, en tant que testeur de GPU, je trouve que la carte en vrai elle est hyper intéressante, car par la suite ça permettra aussi d'observer les jeux où les 8Go de RAM arrivent à saturation, et on verra du coup avec des cartes identiques l'apport qu'ont les 8Go de RAM en plus. Et c'est vrai que rien que pour ça, en fait, la carte j'aimerais bien l'avoir, mais j'ai pas du tout envie de dépenser 50 € pour cette carte-là. Parce que bon, je le rappelle aussi accessoirement, la plupart des cartes graphiques que j'utilise pour mes tests, c'est moi qui les achète en fait. Et je préfère largement garder mon argent pour les futurs Navi 32 que pour acheter cette carte-là. Alors je verrai bien quand elle baissera de tarif, mais pour l'instant 550 balles pour moi c'est non. Et on repasse chez Intel avec l'histoire des NUC qu'Intel a décidé de ne plus produire, comme on l'avait vu la dernière fois. Et là, comme on peut le voir ici du coup, en fait, Intel passe plus ou moins la main à Asus, qui prend la relève et qui permettra à la marque du coup de produire des designs autour du concept des NUC. Donc pour ceux qui aimaient bien ce type de produit, c'est donc pas totatotalement mort, et donc de ce point de vue là c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, ça pose aussi des questions vis-à-vis des autres marques qui produisaient des NUC aussi, puisqu'il y avait par exemple ASRock, il y avait Gigabyte aussi il me semble. Est-ce qu'ils pourront toujours proposer des NUC, ou est-ce que maintenant c'est réservé uniquement à Asus? On verra bien, mais bon,
au moins, je dirais, l'idée n'est pas totalement morte, ça c'est une bonne chose. Après on verra quel futur concret pour les nuques, ou si ça va juste disparaître petit à petit aussi. Et enfin on termine avec la PS5 qui fait de plus en plus de bruit en ce moment. Alors déjà, sur Twitter j'ai aussi vu passer plusieurs rumeurs en fait, comme quoi Sony pourrait tout simplement baisser le prix des modèles actuels de PlayStation 5. Et c'est vrai qu'en fait on l'a déjà vu dernièrement, là pendant les soldes, dans certaines boutiques, et c'est encore le cas chez Amazon Italie il me semble, il y a des PS5 standards qui sont vendus autour des 450 € au lieu des 550 € habituels. Donc est-ce que c'est le nouveau prix pour la PS5 de base? Difficile à dire pour le moment, mais si le prix reste à ce niveau-là, bon, c'est une plutôt bonne nouvelle dans l'ensemble, 450 balles pour la PS5, c'est plutôt correct. Sinon, on entend aussi de plus en plus parler de la PS5 Pro, avec quelques rumeurs et fuites autour des specs de la puce qui l'équiperait, comme on peut le voir ici. Alors déjà, du côté de l'architecture, on ne sait pas vraiment si c'est du RDNA 2 ou du RDNA 3, et en vrai, en réalité, on s'en fout un petit peu, puisque la PS5 de base, c'était déjà plus un dérivé de RDNA 2 qu'un vrai RDNA 2, parce que c'était pas identique à celui qu'on retrouve sur PC. Donc ici, ce sera probablement une base RDNA, mais avec des modifications made in Sony encore une fois. Sinon, pour le GPU, on passerait de 18 à 30 workgroups, donc de 36 à 60 compute units, ce qui nous fait ici une augmentation de plus de 60% du nombre d'unités de calcul. Et c'est quand même plutôt massif au niveau de l'augmentation de la puissance brute possible. Je dirais l'inconnu pour l'instant, c'est aussi les fréquences qui pourraient être plus ou moins élevées selon les performances visées par Sony. Et la fréquence c'est quand même hyper important puisque si on regarde les specs de la Xbox Series X à côté, en vrai, niveau nombre d'unités de calcul, la Series X est pas si loin derrière que cette nouvelle puce pour la PS5 Pro. Mais les fréquences sur la Series X, comme on peut le voir ici, sont quand même beaucoup plus basses que celles de la PS5 de base. C'est ce qui fait que les deux consoles sont au final assez proches. Donc bref, dans le pire des cas, si on veut vraiment avoir un écart de performance quand même assez significatif, il faudrait que les fréquences soient au plus proche des fréquences de la PS5 actuelle, voire légèrement plus élevées. Là, on aurait vraiment le combo, je dirais doublement gagnant, plus de fréquences, plus d'unités. Là, ce serait vraiment de la grosse augmentation de perf. Et pour y arriver, il y a quand même fort à parier que la puce soit sur un process de fabrication plus avancé que le 7N ou le 6N de chez TMC qui sont utilisés jusqu'ici. Donc très probablement, cette PS5 Pro, il y a des grandes chances qu'elle soit fabriquée sur le 5N qui est utilisé chez AMD pour les derniers processeurs et les dernières cartes graphiques sur PC. Donc bon, ça va être intéressant de voir quel compromis sera choisi par Sony de ce côté-là. Et au niveau de la RAM, on passerait de 14 à 18 Gbps, ce qui serait là aussi quand même un joli boost, quand même de plus de 25% au niveau de la bande passante. Donc rien qu'au niveau du GPU, on devrait avoir quelque chose de quand même bien plus performant, ce qui permettra sûrement à cette PS5 Pro de sortir plus de jeux en 4K natifs, ou à minima, je dirais, d'avoir des upscaling moins agressifs, et sûrement aussi plus de jeux avec des modes 60 fps, et peut-être des modes 60 fps de meilleure qualité aussi, là où le modèle de base de PS5 risque d'avoir de plus en plus de titres qui tourneront à 30 fps par la suite, en mode qualité, et des modes 60 fps qui risquent de descendre de plus en plus en résolution aussi. Par contre, pour le processeur de la machine, on n'a pas encore d'infos de ce côté-là, mais là aussi, j'ai envie de dire, un boost de performance sur le processeur, ça pourrait permettre de passer au-dessus des limites de 30 fps qu'on commence à voir arriver dans certains jeux. Parce que je prends l'exemple de Starfield, puisque c'est le plus gros jeu qui fait parler de ça dernièrement. Bethesda a choisi de caper le jeu à 30 fps sur l'Xbox. C'est sûrement plus une histoire, je dirais, de puissance du processeur que de la partie graphique pour le coup. Mais bon, pour le processeur, pour l'instant, on n'a pas d'infos. Et puis bon, il faut aussi que la machine soit quand même le plus similaire possible à la PS5 de base, pour faciliter le boulot des développeurs, parce que là aussi c'est pareil, souvenez-vous par exemple, entre la PS4 et la PS4 Pro, le processeur en réalité n'avait pas évolué du tout, puisque ça permettait de continuer de développer de manière simple, et c'était juste que ça permettait à la PS4 Pro d'avoir une plus haute résolution dans pas mal de jeux. Sinon, on entend aussi parler de meilleures performances du point de vue du ray tracing. Là aussi, est-ce que c'est une nouvelle approche sur la partie graphique elle-même, ou est-ce que c'est une augmentation similaire à ce qu'on retrouve sur PC avec les puces de chez AMD? Puisque sur PC, les performances en ray tracing des cartes d'AMD, elles sont directement liées au nombre de compute units. Et vu que pour la PS5 Pro, on aurait une augmentation de plus de 60% des compute units, quoi qu'il arrive, les performances en ray tracing augmenteraient mathématiquement. Donc bon, là aussi, on va attendre d'en savoir un petit peu plus, mais bon, fort logiquement, oui, les performances en ray tracing devraient s'améliorer aussi.
Sinon, pour la date de sortie, on entend parler de novembre 2024, donc ça laisse encore beaucoup de temps avant leur sortie, puisque c'est dans plus d'un an. C'est quasiment un an et demi, donc ça laisse aussi pas mal d'interrogations autour d'un possible support du FSR 3, par exemple, qui n'est pas encore sorti sur PC pour l'instant. Mais bon, j'espère qu'il sera sorti d'ici là, quand la PS5 sera là. Et si c'est le cas, est-ce que les consoles pourront l'utiliser? Ou est-ce que Sony proposera une technologie similaire, propriétaire, on n'en sait rien, enfin bref, on verra bien. Mais je pense que les consoliers, que ce soit Sony ou Microsoft, sont clairement intéressés par une technologie similaire au DLSS 3 Frame Generation d'NVIDIA. Enfin, les deux marques auraient tout à y gagner à proposer ce type de truc sur les consoles aussi. Sinon, du côté de chez Microsoft, on entend surtout dire qu'il n'y aura pas de Xbox Series X Pro, par exemple, donc Sony serait un petit peu tout seul ici à proposer un refresh mid-gen de ses consoles. Donc bon, à la limite, pourquoi pas, même si personnellement, je trouve pas que sortir une PS5 Pro c'était vraiment indispensable sur cette génération de consoles. Enfin, vu comment la génération a débuté avec les pénuries, ça m'aurait paru plutôt logique en fait de finir la génération actuelle avec les modèles de base qui commencent en vrai à peine à être utilisés un peu plus intensivement du point de vue des jeux, mais bon. C'est le choix de Sony, on verra bien comment ça se passe et si ça apporte vraiment quelque chose d'intéressant, cette PS5 Pro. Puisque bon, au-delà de la puissance brute, au-delà des améliorations, tout ça, l'autre grosse inconnue, c'est évidemment le tarif. Puisque bon, si on est sur une plus grosse puce, sur un process de fabrication plus cher, avec une conso peut-être un petit peu plus élevée, ce qui impliquerait aussi une alimentation plus costaud, un système de refroidissement peut-être un petit peu plus important aussi. Donc si on met tout ça ensemble, personnellement je serais pas vraiment surpris que cette PS5 Pro soit aussi plus chère que les 500 $ du modèle standard. Mais là aussi pour l'instant on n'a pas vraiment d'infos. Donc bref, on aura sûrement l'occasion d'en reparler par la suite, puisque de toute façon ça arrive dans plus d'un an, il y aura sûrement plus d'informations qui vont arriver au fil du temps. Enfin bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour l'actu pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si la vidéo vous intéressait, n'hésitez pas à faire le truc pénible de YouTube pour soutenir la chaîne, et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Des bisous à la prochaine, salut!